c'est parti pour la première partie donc, de Smart Bourse à la mi-journée où nous allons tenter de comprendre ensemble un petit peu les scénarios économiques en lien avec ces perspectives de récession, que ce soit sur le sol américain ou sur le sol européen. Des moments que nous allons tenter de décrypter avec Samy Char qui est en duplex avec nous, chef économiste de Lombard Odier. Bonjour Samy Char. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse à distance. J'ai envie de commencer avec vous tout de suite, non pas sur le sujet États-Unis ou Europe, mais sur le sujet Chine. La Chine qui, hier, a assoupli finalement les mesures de quarantaine visant les étrangers. On voit qu'il y a une volonté politique chinoise de rouvrir son économie progressivement, toujours quand même dans une politique zéro Covid affirmée. Si j'ai envie d'évoquer la Chine avec vous, c'est parce que dans toutes les perspectives ou dans tous les scénarios économiques qui prévoient une récession, que ce soit sur le sol européen ou sur le sol américain, la Chine pourrait être un facteur d'optimisme. Est-ce que une réouverture de l'économie chinoise et une relance de l'économie chinoise actuelle pourrait venir tirer la croissance et éviter une récession trop forte sur le sol américain ou sur le sol européen, selon vous ? C'est en tout cas un sujet qui compte, Nicolas, puisque effectivement, lorsqu'on réfléchit au mix croissance-inflation, qui s'est quand même beaucoup détérioré cette année avec la guerre en Ukraine et le choc de prix des matières premières qui est associé, la Chine avait contribué à détériorer également ce mix, avec des chaînes de valeur perturbées, les opérations dans les ports chinois perturbées, l'allongement des délais de livraison, et puis bien sûr la deuxième économie de la planète qui est fermée, donc en ralentissement brutal. Alors le fait qu'on ait des bonnes nouvelles qui viennent de Chine, avec une réouverture partielle, c'est quand même quelque chose à mettre au profit des perspectives. Ça va réduire un petit peu les tensions sur les chaînes de valeur et sur l'inflation, et ça va améliorer quand même la dynamique économique, parce que cette deuxième économie de la planète rebondit. On le voit déjà d'ailleurs dans les indicateurs à haute fréquence, que ce soit au niveau de l'offre, la congestion, le trafic qu'il y avait dans les ports chinois est en train de baisser, et le niveau d'activité est en train de repartir. Donc bien sûr, tout n'est pas fini dans la lutte que font les Chinois avec la pandémie et le variant Omicron. Ils n'ont pas encore forcément le bon vaccin, ils n'ont pas forcément encore l'immunité collective, mais enfin, on est dans un bon moment, la vague est passée, ils devront rouvrir, refermer, mais en tout cas, là, on est dans une phase d'ouverture, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je dirais un dernier élément qui est extrêmement notable dans le cas chinois, c'est que c'est la seule économie de la planète qui est en train d'accommoder son économie, de remettre du stimulus fiscal et monétaire, alors que partout ailleurs, on est en train de contraindre les politiques fiscales et monétaires, et ça, c'est aussi une différence à mettre au profit de la Chine. Et on a effectivement entendu la Banque centrale chinoise annoncer qu'elle resterait accommodante, donc ça vient un peu à contre-courant effectivement de la tendance des banques centrales, des grandes banques centrales à travers le monde. Est-ce que ça suffira, selon vous, Samy Char, à relancer la dynamique chinoise, alors que la Chine a quand même 20% de son PIB qui dépend de l'immobilier, si on compte la construction, que c'est un secteur qui a l'air quand même de souffrir depuis un peu moins d'un an actuellement, si on regarde les volumes ou en tout cas les montants des transactions. Est-ce que cette volonté politique accompagnée d'une volonté de la Banque centrale chinoise suffira à redémarrer la machine ? Alors, la réponse est oui, mais il y a évidemment un mais. C'est dans quelle mesure ? Aujourd'hui, les Chinois ont annoncé un objectif de croissance assez ambitieux à 5,5. Objectivement, vu la première moitié de l'année qu'on a vue, on a un peu du mal à imaginer que la réalité économique permettra d'atteindre cet objectif de croissance. En revanche, là où je réponds oui à votre question, c'est qu'on a atteint un point bas. On a quand même eu une quasi-récession par les standards chinois dans cette première moitié de l'année. Il y a eu des dégâts au niveau de l'emploi. Il y a eu vraiment une activité économique qui s'est très très fortement ralentie. Et là, on a atteint un point bas, non seulement parce que cette vague est contenue et que la Chine réouvre, mais aussi parce qu'on a quand même des autorités qui ont là montré un petit peu d'inquiétude et une vraie volonté de soutenir la croissance. Donc on va redémarrer. Est-ce qu'on va redémarrer suffisamment pour faire 5,5 de croissance cette année en Chine ? La réponse est non. Une dernière question sur la Chine qui va nous permettre de faire le lien avec les autres régions du monde. Un redémarrage, alors effectivement, peut-être pas à 5,5, mais à 4 ou 3% de croissance en Chine serait bénéfique ou en tout cas viendrait atténuer le risque de récession plutôt en Europe, aux États-Unis ou de manière équivalente sur les deux continents ? De manière relativement équivalente, évidemment, ce sera plus favorable à l'Asie qu'au reste du monde, mais on a vu quand même la Chine a contribué à l'inflation globale qui évidemment est derrière le resserrement assez conséquent des banques centrales, évidemment, et en Europe et aux États-Unis. Donc tout ce qui peut venir aider
les banques centrales dans la lutte contre l'inflation, c'est quand même une bonne nouvelle. Là où je dis que ça va peut-être aider un tout petit peu plus l'Europe que les États-Unis, c'est que la problématique d'inflation en Europe, c'est essentiellement une problématique d'offre qui vient donc de Chine et d'Ukraine, alors qu'aux États-Unis, il y a quand même cette problématique de demande en plus, qui est un vrai défi pour la Réserve fédérale américaine, qui doit freiner une demande, et donc la Chine va avoir plus d'impact sur l'Europe que sur les États-Unis. Alors justement, sur le sujet États-Unis, on a découvert un certain nombre de statistiques. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Samicha. Je suis là. Ah oui, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur de vous avoir perdu un court instant. Alors justement, donc sur le sujet États-Unis, on a découvert un certain nombre de statistiques. On a vu le climat des affaires, calculé par la Fed de Richmond ou de Dallas, qui était en recul. On voit l'indicateur de confiance des ménages du Conference Board qui apparaît en recul également. On a quand même l'impression que même si le sujet récession aujourd'hui est un sujet de scénario économique, que cette récession, elle est déjà là, au moins dans les esprits. Est-ce que ça ne peut pas venir précipiter, du coup, une récession physique sur le sol américain? Le débat a basculé, Nicolas. C'est clair que il y a quelques mois, le grand débat, c'était atterrissage en douceur, ce que les Américains appellent le soft landing, versus la récession. Donc on était dans cet atterrissage en douceur versus la récession. Le débat maintenant, il a basculé dans, quelque part, est-ce qu'on va avoir une récession modérée ou est-ce qu'on va avoir une contraction sévère? Donc on voit bien que le débat a basculé et il s'est détérioré, puisque quelque part, pratiquement, même dans le meilleur des cas, on parlera d'une récession modérée. Alors qu'est-ce qu'une récession modérée par rapport à une contraction sévère? Une récession modérée, c'est un chômage peut-être qui augmente de 1%, un taux de défaut qui augmente de 1%. Donc on aurait et chômage et défaut avec des taux autour de 4,5-5, alors qu'une contraction sévère, c'est un chômage à 10% et des taux de défaut à 10. Donc effectivement, on voit quand même que quel genre de récession on aura à la fin, c'est quand même très différenciant. Et notre sentiment, c'est qu'effectivement, le marché est quand même là. Les bourses américaines ont perdu plus de 20%. La courbe s'est inversée. Le dollar est passé sous les 1,05. On sent quand même que énormément de dégâts sont déjà précédents dans ce marché. Donc oui, le sentiment, c'est vraiment celui-ci. Quel genre de récession on aura? Est-ce que ce sera une récession modérée, ce qui est plutôt notre scénario? Mais enfin, le risque d'une contraction sévère est tout de même encore là. Et évidemment, tout dépend de l'inflation et de jusqu'où la Réserve fédérale américaine devra aller. On espère autour de 3,5, mais enfin, si elle doit aller toucher les 5%, contraction sévère est pas loin. Donc votre scénario, Samichard, on est plus aujourd'hui pour une récession modérée, une récession presque technique, du coup, sur le sol américain. Pourquoi? Pour fin 2022 ou pour l'année 2023? Exactement. Dernier trimestre 2022, début 2023, les deux gros arguments pour dire que l'inflation va quand même finir par avoir cette meilleure trajectoire, ce qui permettra à la Fed de s'arrêter à 3,5 et de ne pas aller à 5, c'est déjà, on voit une demande quand même qui commence à voir de la détérioration, donc l'immobilier américain, on l'a vu, la consommation, les ventes au détail qui atteignent un apogée. Donc au niveau demande, on commence à sentir un peu de fragilité. Donc ça, c'est un gros argument pour dire que quand même l'inflation va finir par baisser et permettre à la Fed de s'arrêter un peu plus tôt que trop tard. Et puis le deuxième gros argument, on vient d'en parler, ce sont les effets d'offre. Ça s'améliore du côté de la Chine, ça s'améliore pas vraiment du côté du pétrole et de la guerre en Ukraine, mais enfin, le pétrole n'est pas en train d'aller à 150 ou à 200, donc à un moment, les effets de base vont aussi devenir un peu plus favorables. Donc lorsqu'on prend ces effets d'offre et ces effets de demande, on est vraiment sur une crête, mais on a le sentiment qu'on va pouvoir s'en sortir avec une récession modérée et non pas avec une contraction sévère. Alors, un mot peut-être du pétrole, rapidement. On a vu Emmanuel Macron interpeller Joe Biden en marge du G7 justement sur le sujet en disant que si on voulait se tourner vers l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, on était déjà presque au maximum des capacités de ces pays-là. On sait que l'OPEP+ se réunit demain, mais on se demande si on pourra trouver plus d'offres pour le coup en matière de pétrole qui pourraient venir contrebalancer la hausse des prix. Vous ne voyez pas un pétrole qui continue à s'envoler? Non, effectivement. Pourtant, on a une vision assez pessimiste de l'offre. Je crois que, en tout cas, ça se confirme dans les chiffres qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel d'augmenter l'offre. Les Saoudiens sont quand même pas mal au bout de ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas le sentiment que les Iraniens vont revenir si facilement dans le marché. Donc l'offre est contrainte, évidemment, encore plus quand on prend en compte la Russie. Mais là où il y a une petite différence par rapport à l'habitude, c'est que la demande est en train de rentrer dans l'équation, une demande qui va ralentir. On ne peut pas parler de récession américaine, peut-être même européenne, sans évoquer le fait que quand même la demande de pétrole va baisser. Et résultat, même si l'offre est contrainte, avec une demande qui commence à faiblir, on a une hypothèse de prix du pétrole à fin d'année à 120, on a une hypothèse de prix du pétrole à fin 2023 à 100,
Et donc, on voit bien qu'on n'est pas à 150 ou 200 et résultat, les effets de base vont quand même être un peu plus favorables, même si on va rester avec un prix du pétrole élevé. Je vous rappelle là-dessus, mais vous le savez tout aussi bien que moi, qu'on était à 140 en 2012 et pour autant, il n'y avait pas beaucoup d'inflation. Un mot pour finir, toujours sur le sujet inflation, mais cette fois-ci en Europe. Donc se tient actuellement le forum annuel de la BCE à Sintra. On a entendu Christine Lagarde en discours d'ouverture évoquer, confirmer ce que le marché savait déjà, à savoir une hausse de taux de 25 points de base prévue pour juillet. Alors on entend les plus faucons, je crois que c'est le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie qui lui milite pour une hausse de taux de 50 points de base, mais on sent quand même que le consensus, c'est 25 points de base pour juillet, avec des chiffres d'inflation qui arrivent cette semaine, ou en tout cas des estimations pour le mois de juin. Alors en Espagne, on a dépassé les 10% d'inflation, c'est un plus haut de 37 ans. On attend le chiffre en Allemagne cet après-midi. Est-ce que des chiffres trop hauts peuvent faire changer la politique monétaire de la BCE à court terme, Samy Char? Oui, absolument. Mais ce qu'on va regarder, ce n'est pas forcément les niveaux d'inflation, c'est la composition de cette inflation. Ce qu'on voit en Europe, c'est quand même une inflation qui est beaucoup plus le résultat de facteurs d'offres, donc essentiellement de l'énergie. On ne voit pas vraiment de boom de demande en Europe. On ne voit pas vraiment d'augmentation des salaires qui fait penser que ce facteur de demande va aussi venir accélérer l'inflation. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. On a un vrai boom de demande, on a vraiment des salaires qui sont partis. Ce n'est pas le cas en Europe, même si dans les négociations, on sent les syndicats avoir des demandes assez élevées. Enfin, dans la réalité, l'augmentation salariale est quand même très contenue en Europe. Donc, on a bien une inflation qui vient de l'offre, beaucoup moins de la demande. Et résultat, on voit une BCE aller à neutre, bien sûr, remonter à neutre. Peut-être que le point neutre est entre 1 et 1,5, mais il n'y a pas de raison d'aller en territoire restrictif, comme ça va être le cas aux États-Unis, pour calmer une demande et des salaires qui quand même restent relativement contenus en Europe. Je vous rappelle qu'au niveau de la demande en Europe, on n'a même pas retrouvé les niveaux d'avant Covid, sans parler de la tendance d'avant Covid. On est quand même très en dessous. Donc une BCE qui va à neutre, pas de problème. Une BCE qui irait en territoire restrictif, on n'en voit pas la nécessité. Merci beaucoup Samy Char d'avoir partagé votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombardier et quant à nous, on se retrouve dans un instant.